Alors mon cœur balance. À une époque, j'en voulais absolument une, et je voulais aussi absolument que l'e-sport soit un sport. Et puis, bon an, mal an, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et finalement, on s'est développé, et on est en train de créer un business en s'appuyant sur deux choses qui sont le sport, mais aussi l'entertainment général. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'être un sport pour continuer à se développer? J'en suis pas sûr. Aujourd'hui, finalement, le seul avantage qu'on aurait à être reconnu comme un sport, c'est de bénéficier des contrats sportifs. Contrats sportifs qui, en France, de toute façon, ne fonctionnent pas comme à l'étranger, et donc sont toujours des gros problèmes, eux aussi. C'est-à-dire que, on le voit bien dans le foot, les clubs ont leurs problèmes avec les contrats, c'est pas différent de chez nous. Quand on voit un joueur qui dit au mercato « j'ai envie de me casser », et que l'équipe dit « non, tu te casseras pas », et que le joueur dit « bon bah ok, j'arrête de bosser » et qu'il se fait mettre au vert, c'est même une perte monumentale pour les deux, pour le joueur au niveau de sa carrière, pour le club au niveau de ses investissements. Donc je suis pas sûr qu'être un sport réglera nos problèmes. Pour moi, c'est vraiment à nous, acteurs de l'e-sport, de grossir, de continuer à devenir de plus en plus important médiatiquement et économiquement, parce qu'évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et à partir du moment où on sera puissant économiquement et médiatiquement, on va avoir accès à des puissants. Je pense notamment potentiellement au président d'Orange qui a signé avec Millennium, qui aujourd'hui, Orange représente 150 000 emplois en France, direct. Alors en indirect, je compte même pas. Et ben lui, il a forcément l'oreille du politicien. Et le politique aujourd'hui a besoin de statuer sur des questions légales qu'on se pose, nous, vis-à-vis de nos relations avec nos joueurs, nos relations avec nos streamers, comment on les paye, comment on contractualise avec eux, comment on sécurise notre relation autant pour le joueur que pour la structure. Et le sport ne répondra pas à ça. Maintenant, rien ne nous empêche d'avoir une fédération, sans être un sport. C'est pas réservé au sport d'avoir une fédération. Il y a des fédérations de paysans, il y a des fédérations d'agriculteurs, il y a des fédérations de praticiens, de médecins. Donc on n'a pas besoin d'être un sport pour avoir une fédé. Maintenant, la fédé, elle pourrait aider justement à fédérer les ressources et les acteurs de l'e-sport aujourd'hui pour avoir plus d'impact et aller plus loin pour nous aider justement à statuer sur toutes les questions légales qu'on se pose. Aujourd'hui, je pense que la création d'une fédération, elle inquiète les plus gros. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui déciderait demain de se lancer dans une structure, ça va être très dur pour lui. Ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans de galère, et tout ça pour arriver à faire un dixième de ce que fait Millennium. L'intérêt de Millennium, et même de Melty, parce que nous on a le média derrière, c'est pas d'avoir une fédération, puisque finalement ça nous permet d'être plus gros que les autres, plus visible que les autres, et récupérer les plus gros contrats, et donc entretenir un éternel avantage concurrentiel. Maintenant, si demain il y avait une fédération, ça permettrait de structurer un circuit, de structurer et de rendre peut-être plus visible et plus compréhensible le calendrier e-sport annuel, parce qu'aujourd'hui c'est invendable. C'est invendable. C'est-à-dire qu'on vend du rêve à des partenaires, mais ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Quelle est la différence aujourd'hui entre une DreamHack et une Epsilon? Moi je sais. Mon client, quand je vais le voir, j'ai beau lui expliquer, il ne comprend pas. C'est très compliqué pour un non-initié de comprendre le circuit. Donc la fédération pourrait aider à rendre le circuit plus visible et forcément, par effet rebond, aider les plus petits à avoir un discours peut-être plus homogène et plus intelligible pour les non-initiés à l'e-sport. Quand on fait signer les joueurs, moi j'essaie de voir deux choses. Déjà, on s'engage sur au minimum 1 an. Donc je prends le cas de notre équipe Counter-Strike Go, où ils sont relativement jeunes, mais pas tant que ça. On a signé sur 1 an et ensuite on les suit quoi qu'il arrive, peu importe les résultats. Voilà, ce qui fait que ça va nous ralentir forcément dans notre progression. Mais voilà, la solution de facilité aurait été de dire au bout de 3 mois, bon bah vous n'avez pas gagné les LAN que vous deviez gagner, je vous dégage et puis je prends plus fort. Et dans ce cas-là, on est dans la politique de la surenchère. On va aller chercher des équipes qui valent de plus en plus cher. On n'est pas dans l'accompagnement, etc.
Maintenant, nous, on n'a pas signé de joueurs trop jeunes. Signer un jeune qui a entre 16 et 18, qui me dit je vais me consacrer à ça, je vais faire que ça, mais qui a qu'un bac, ce serait soit on le prend et il a le temps à côté de ses études de jouer, soit on le prend pas, je préférerais qu'il fasse ses études et qu'on le prenne après. Parce qu'en plus, je vais parler aussi de la reconversion. Il y a aujourd'hui 5 millions de joueurs pour 5000 places de joueurs pro, pour 50 places de casters pro, pour 5 places d'e-sport manager. Donc ça veut dire que même en ayant été pro, player, une fois qu'on finit sa carrière de pro player, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a suffisamment de jobs? Et c'est pareil dans le foot. Il y a 50 millions de joueurs de foot en club, en Europe, en amateur. Il y en a combien qui jouent en pro? Sur ceux qui jouent en pro, il y en a combien qui vivent vraiment de cette activité? Puis ensuite, il y en a combien qui vivent très bien de cette activité? Et même sur ceux qui vivent très bien de cette activité, il y en a combien qui se reconvertissent dans la presse ou dans un métier en rapport avec le foot? Très peu. Pour moi, il y a un besoin que l'État fasse quelque chose pour nous donner les outils contractuels et légaux pour pouvoir engager et encadrer nos joueurs. Maintenant, quand le Paris Saint-Germain veut acheter Angel Di Maria, il pousse une proposition, le club d'en face dit non, c'est tant, le PSG met plus, le club dit oui, et puis on part, quoi. Et tout est lié à ce contrat de base, cet encadrement juridique, où sous quelle forme ou sous quelle relation contractuelle un joueur s'engage avec un club d'e-sport. Est-ce que c'est un CDD sportif, ou pas sportif, mais un CDD, avec potentiellement un rachat de contrat? C'est des outils qui existent dans le sport. Est-ce qu'ils sont adaptés à l'e-sport? Comment on les adapte? Mais globalement, demain, Millennium, ils viennent taper à la porte de notre équipe pour dire on vous propose plus. Ben, soit nous, on a une volonté de conserver et on va s'aligner, proposer mieux. Ça nous est arrivé il y a à peine 2 semaines avec Odemian. Et voilà, Millennium était intéressé par Odemian, ils nous ont fait une proposition, on a fait une contre-proposition. On s'est aligné sur la proposition de Millennium et puis on a ensuite discuté des perspectives. Et puis Odemian a pris sa décision. Mais de toute façon, ce sera toujours comme ça. C'est la loi du plus riche. Donc du plus riche ou de celui qui propose le mieux. Pour le coup, c'est pas le plus riche qui a gagné. Si, je pense que. Mais c'est pas que, pour moi, c'est pas que les contrats un peu secrets sur les échanges monétaires. Après, il y a des gens qui aiment pas. Hein. Moi, je prends l'exemple d'Alexandre Lacazette qui renégociait son contrat à l'Olympique Lyonnais. Quand Aulas a balancé qu'il allait lui proposer 4 millions par an, le joueur n'a pas vraiment apprécié le truc, quoi. Il n'était pas très content. Donc je pense que la transparence, elle doit être acceptée par les deux parties. Et je pense que c'est même carrément aux joueurs. Parce que, enfin, nous, quand on signe un contrat avec un joueur, il n'y a aucune interdiction dans le contrat de dire combien il gagne, combien il est payé, comment il est payé. Mais un joueur pro Hearthstone, aujourd'hui, son salaire, il est construit sur différentes sources de revenus, ce qui lui permet d'avoir un très beau revenu mensuel, mais c'est quand même une construction avec une partie sponsoring équipe, une partie revenu du streaming, une partie participation à des OPSP, et en additionnant le tout, on est sur un revenu global assez intéressant, qui est même au-dessus de la moyenne des Français, mais c'est quand même une construction qu'il faut consolider tous les mois, qui est quand même hyper précaire, parce que c'est lié à des audiences, c'est lié à un nombre d'heures de stream, c'est lié... Donc après, est-ce que cette transparence-là peut aider l'e-sport à se développer? Je ne sais pas. Elle peut peut-être éviter à des joueurs qui rêvent un peu trop de demander tout et n'importe quoi à des structures. Moi, quand je vois des joueurs qui gagnent rien, qui viennent demander 4 000 € par mois, je dis on est tombé sur la tête, parce que ça n'a aucune réalité économique. Je pense que la vraie problématique de l'e-sport, c'est sa complexité. Et c'est sa complexité. Aujourd'hui, il y a 15 000 jeux différents, il y a 15 000 compétitions différentes, il y a 15 000 tournois différents. Il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de championnat. Finalement, à la fin de l'année, c'est qui la meilleure équipe CSGO?
On ne sait pas. Et puis c'est compliqué pour le grand public de comprendre ça. Il faut, je pense, réussir à simplifier le truc. Et finalement, la venue d'une fédé, ça permettrait de tout centraliser en disant on fait un circuit par jeu, avec des étapes. Et le circuit, au final, il a un aboutissement, c'est que le champion, il est incontesté et incontestable parce que ça a été une saison complète. Et c'est pas pour rien que tous les sports font des championnats. Tous les sports font des championnats, hormis le tennis. Et le tennis, il y a plein de gens qui comprennent rien au classement ATP.